What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ça y est, la frénésie du 1er juillet est passée. Le repêchage, ça commence déjà à être loin derrière nous. Non! Les mouvements de personnel dans la Ligue nationale de hockey, les transactions, les signatures ne sont pas terminés. Mais déjà, on a une bonne idée de ce que sont les grands titres de cet été 2026. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Je vous invite à me dire quelles sont les histoires, quels sont les grands titres qui retiennent le plus votre attention jusqu'ici cet été dans la Ligue nationale de hockey. Mais en ce qui me concerne, pas le choix de commencer avec les Capitals de Washington. Lorsque je vais m'adonner à l'exercice des notes du tier list du meilleur travail qui a été effectué par les équipes cet été, les Capitals, ça va être une des équipes qu'il va définitivement falloir revisiter dans 3, 4, 5 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de qualifier les Capitals de Washington comme des grands gagnants parce que, bien sûr, ce qui se passe à court terme pour les Capitals, c'est sensationnel. Vous étiez plusieurs à dire qu'ils devaient reconstruire et qu'est-ce qu'ils font? Non, pas pantoute. On double down, si vous me passez l'anglicisme, et on y va all-in pour les prochaines années, du moins pour la prochaine année, qui est maintenant confirmée à être, j'allais dire la dernière. Y a-tu dit la dernière? Je pense pas qu'il a dit c'est la dernière. Il a signé un contrat d'1 an. Je pense qu'on s'attend tous à ce que ce soit pour de vrai la dernière année d'Ovi. Bref! Le plus beau monsieur aux cheveux gris de la Ligue nationale de hockey est de retour. Et les acquisitions des Capitals de Washington cet été, les acquisitions de marque, Jordan Kyrou, Alex Tuch, Boone Jenner. Je mets Vincent Desharnais dans les acquisitions de marque parce qu'il a quand même donné un gros contrat. Et c'est là où ça va devenir intéressant dans quelques années pour les Capitals de Washington. Mais avant d'aller là, je dis les Capitals seront un gros joueur, littéralement. Regardez soudainement cette attaque des Capitals de Washington. T'as le gros Protas, 6 pieds 6, 250 livres. T'as le petit Protas, qui est pas petit du tout, 6 pieds 6, 225. T-Wills, bien sûr, 6'4", 225. Pierre-Luc Dubois est à 6'4", 220. Alex Tuch, 6'4", 219, quand Alex Tuch est ton 5e plus gros monsieur dans ton attaque. D'où Jésus! Dylan Strome est à 6'4", 200 livres. Et Ovi est le petit de la gang à 6'2", 238. Si je les avais classés par poids, Ovi serait deuxième. Et peut-être qu'en ce moment, il est premier, sait-on jamais. Ovi, l'été, il va all-in. Plus juste sur le Coke et le Doritos et le Subway. Probablement une coupe de beer là-dedans. Garde-toi, mon Ovi, man. Ça va faire 22 ans que tu fais ça. Tu le fais bien. Qu'est-ce que vous remarquez là-dedans? Tous les noms que je viens de nommer peuvent être des gars de top 6. Ils sont 7. Ils ne sont pas tous sur le top 6. Ajoute à ça un Ryan Leonard. Ajoute à ça un Boone Jenner, qui n'est pas un petit bonhomme non plus, puis qui a du papier sablé. Les Capitals de Washington vont être physiquement difficiles à affronter cette année. Tu as du talent là-dedans. Puis en plus, j'ai même pas nommé de Jordan Kyrou, qui n'est pas non plus, je veux dire, c'est pas un... Il est plus comme moi, Jordan Kyrou, là, il est plus longiligne, là, c'est pas un costaud, puis de toute façon, il n'est pas reconnu pour la physicalité de son jeu. Lui, il va amener de la belle rapidité à ses Capitals de Washington. Bref, tout ça pour dire qu'on a du talent, on a de la physicalité, on a des corps qui vont être difficiles. Une des grandes difficultés des Capitals de Washington l'an dernier, c'était, en anglais, ce qu'ils appellent off the rush, là, c'était la transition un peu pour les Caps. Jordan Kyrou et Alex Tuch, ce sont parmi les excellents joueurs dans la Ligue nationale de hockey dans le jeu en transition. Donc, ce sont de belles acquisitions. Malgré une fiche de 43 victoires, si je ne me trompe pas, pour les Capitals de Washington, en 2025-2026, on a raté les séries. Cette équipe-là est meilleure. Logan Thompson, depuis qu'il est arrivé à Washington, c'est vraiment pas un nom sexy, Logan Thompson. Mais honnêtement, c'est pas un hot take de dire que c'est un des 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey sur ces années-là. Il est sur un contrat avantageux. Bref, ce que j'aime de ce que les Capitals de Washington viennent de faire, c'est que, soyons bien honnêtes, dans la division métropolitaine, il y a une porte ouverte. Il y a les Hurricanes de la Caroline et il y a le reste. Et les Hurricanes l'ont bien prouvé cette année en passant à travers les 2 premières rondes en 4 et en 4. Et après ça, en 5 en finale de conférence. Dans la métropolitaine, si les Capitals sont capables de terminer premier, deuxième ou troisième, et dans un monde idéal, pas affronter les Hurricanes au premier tour, cette division-là, ce chemin-là, vers la finale de conférence, est vraiment ouvert. Et définitivement, pour moi, les Capitals viennent de tomber avec les Hurricanes de la Caroline. En fait, ils viennent de devenir le seul adversaire des Hurricanes de la Caroline pour le titre de la division. Ils l'ont gagné d'ailleurs en 2024-2025, cette division-là. Alors pourquoi pas, pour les Caps, y aller
all-in cette année, y aller all-in à court terme. Je parlais des contrats. Je parlais en faisant référence à Vincent Desharnais, là où ça va devenir difficile. Ben, c'est que le contrat d'Alex Tuch, on le regarde tous en se disant « ça pourrait mal vieillir. Boone Jenner, c'est beaucoup d'argent pour un gars qui a 33 ans. » Ou plutôt, c'est pas beaucoup d'argent, c'est plus un contrat qui est quand même long. Vincent Desharnais, c'est beaucoup d'argent. J'adore Vincent Desharnais, mais c'est beaucoup d'argent pour un gars qui a été jusqu'ici un 6-7e défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Quand je dis qu'il va falloir revisiter cet été-là des Capitals de Washington dans quelques années, c'est qu'on va pouvoir le juger réellement en fonction des résultats à court terme. Est-ce que d'y aller all-in comme ça pour la dernière année d'Alex Ovechkin, puis ce que tu as de prime d'un Dylan Strome, d'un Pierre-Luc Dubois, etc., ça va avoir valu la peine? Est-ce qu'on va faire du carré d'as? Est-ce qu'on va faire une finale de la Coupe? Est-ce qu'on va gagner une Coupe? Parce qu'après ça, on va arriver à un moment où tu vas avoir des Hudson, Leonard, etc., qui vont arriver dans leur prime, ou un gars comme le plus vieux des deux Protas, qui lui va peut-être être fin de prime, début trentaine, tu vas être dans une drôle de transition où tu vas dire « Whoopalay, on fait quoi à partir d'ici? » Et c'est là où ça va peut-être être particulier pour des gars, des jeunes qui vont être au début de leur apogée, proche de la mi-vingtaine, comme des Leonard, comme des Cole Hudson. On va-tu vraiment vouloir être dans une organisation qui risque de devoir au mieux reset, au pire reconstruire? Ça va être très intéressant à surveiller, mais pour le moment, les Capitals de Washington viennent de se mettre une cible dans le dos. Moi, je pense que contrairement aux Prédateurs de Nashville d'il y a 2 ans, c'est une équipe qui va faire les séries, c'est une équipe qui va marcher sur la saison régulière, finir au pire 2e dans la division métropolitaine et être vraiment, mais vraiment dangereuse en série parce que, encore une fois, le bœuf qu'on est allé chercher, c'est pas du bœuf de 4e trio qui va jouer 8 minutes par match. C'est du vrai bœuf qui va être dans ta face en éliminatoire l'an prochain, j'en suis convaincu. Pour moi, la deuxième histoire maintenant, le deuxième grand titre de l'été, et celui-là, j'ai hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'été jusqu'ici des Sharks de San Jose. Parce que la grande trame narrative entourant les Sharks de San Jose, c'est quel repêchage encore cette année, suivi de qu'est-ce qu'ils ont fait sur le marché des joueurs autonomes. Ça mène Jacob Trouba à 8,25 millions par année. Ça mène Mason Marchment à 6,75 millions par année. Et pas sur le marché des joueurs autonomes, mais via transaction, on va chercher Darnell Nurse, 9,25 millions par année. Aucune retenue de salaire de la part des Oilers d'Edmonton. Pourquoi je disais que j'ai particulièrement hâte de vous entendre, c'est que je pense être dans la minorité qui n'a pas de problème avec ce que les Sharks viennent de faire. Mon seul problème est Darnell Nurse. Et même Darnell Nurse, je regarde ça en me disant, dans un monde maintenant où Bowen Byram fait 12,5 par année, c'est vraiment pas l'idéal, mais voici pourquoi j'ai pas de problème avec ce que les Sharks viennent de faire. 2 raisons. 1, c'est une très très jeune équipe qui maintenant veut passer à l'étape supérieure. Est-ce qu'on vient de faire du Red Wings de Détroit d'il y a quelques années? Souvenez-vous quand on avait signé beaucoup de vétérans du côté des Red Wings, que ça n'a vraiment pas fonctionné. Je pense pas pour 2 raisons. Je pense que les gars qu'on est allé chercher, les Trouba, les Nurse, les Marchment, vont vraiment aider cette équipe-là. Et ils viennent vraiment entourer un noyau qui est déjà bon et surtout un noyau qui a déjà son alpha, le husky qui est en avant du traîneau qui tire la gang. Bien sûr, je fais référence à Macklin Celebrini. Je pense que ça ressemble bien plus à ce que les Pingouins ont fait dès 2005-2006 lorsque Sidney Crosby est arrivé, à la différence que là, ça va être quelques années après le début de la carrière de Macklin Celebrini. Vous allez me dire, ouais, Max, Sidney Crosby a littéralement raté les séries sa première année. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a pas été long après ça que les Pingouins ont gagné une coupe. Ça n'a pas été long qu'ils fassent 2 finales de la Coupe Stanley. En raison de la jeunesse des Sharks de San Jose, de déjà la qualité des jeunes joueurs, contrairement aux Red Wings de Détroit à ce moment-là, je pense que les Sharks font de bonnes affaires. Et surtout, regardez à peu près là, juste ici, la 3e ligne, Projected Cap Space. Donc, malgré toutes les acquisitions qu'on vient de faire, on a encore 14 millions de disponibles pour dépenser cette année. Et là, l'an prochain, 53 millions, 78 millions, 89 millions. Bien sûr, il y a beaucoup de gens à re-signer là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à re-signer. En fait, en ce moment, on peut déjà prolonger, si on le veut, Macklin Celebrini, Will Smith et Yaroslav Askarov. Ces 3 joueurs-là vont être agents libres sans restriction l'été prochain. Mais comme je viens de le dire, 53,6 millions de disponibles. Admettons que Macklin Celebrini touchait le gros lot. 20 millions. Il mérite, pour être honnête. Il y a quelqu'un en commentaire qui va dire « Personne ne mérite 20 millions pour jouer au hockey. » Oui, on le sait.
dans le monde dans lequel on vit, je parle. Vous comprenez. Pas besoin de me dire ça. Pas besoin de me dire ça, Jacques. Merci. Admettons que tu signais Celebrini à 20 millions. Il te reste encore 33 millions. Puis admettons que tu signais dans le Will Smith explose si tu le prolonges pas tout de suite. Tu lui donnes du Demidov money. Il te reste 24 millions. Tu donnes un 8 millions à Askarov. Il te reste encore comme 16 millions pour faire des emplettes. C'est un bon moment pour faire ce genre d'acquisition du côté des Sharks de San Jose. Je pense que tous ces contrats-là, dans le pire des scénarios, bon, je comprends que Marchment et Trouba ont des clauses. Trouba, il me semble, une clause de non-mouvement complète, mais ça reste que je pense qu'on se met pas dans le pétrin. C'est une belle situation pour les Sharks de San Jose. Et je crois que l'endroit où on se trouve présentement, tu n'allais pas tout de suite aller chercher des vrais autres joueurs A. De toute façon, tu n'as pas besoin d'autres joueurs A. C'est Macklin Celebrini. Ton gars. Tu n'as pas encore les défenseurs jeunes dans le pipeline qui sont proches de jouer comme tu pensais que tu allais peut-être avoir à ce moment-là. Tu donnes le temps à tes jeunes défenseurs que tu as repêchés de peut-être se développer. On dit que c'est plus long les défenseurs. J'ai pas de problème avec ce qu'ont fait les Sharks de San Jose, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Si on poursuit maintenant, les Panthers de la Floride sont-ils de retour? C'est bien sûr un autre des gros titres de cet été 2026. On en a beaucoup parlé des Panthers de la Floride parce que la transaction Brady Tkachuk a monopolisé l'espace médiatique pendant quand même quelques jours. Donc Brady Tkachuk, se sont ajoutés également Garnet Hathaway, Lars Eller, good job more Lars, et Radko Gudas avec un beau contrat de 6 ans qui contourne le plafond salarial. Pour moi, les deux vraies belles acquisitions, ce sont Brady Tkachuk et Garnet Hathaway. Honnêtement, j'adore l'acquisition de Garnet Hathaway pour les Panthers de la Floride. Je pense que oui, les Panthers de la Floride vont être de retour. Je dis ça, mais j'ai même pas mis Jakob Markstrom puis Akira Schmid. Je peux pas croire que moi, j'ai manqué de respect au gardien de but. Moi, j'ai manqué de respect au gardien de but! Elle, dans les commentaires pour ton boy. Bien sûr, on ajoute Jakob Markstrom et Akira Schmid à ça. Les Panthers de Floride n'ont pas besoin de grands gardiens de but pour passer à travers la saison régulière. Ceci étant dit, les Panthers vont être de retour. En raison de ce noyau qui est vieillissant, je suis pas prêt à donner aussi facilement autant le sommet de la division Atlantique que 3 rondes de série aux Panthers la saison prochaine. Entendez-moi bien, ils sont favoris pour gagner la division. Ça reste que ce ne sont pas les Panthers de 2024, ce ne sont pas les Panthers de 2025. C'est une belle équipe. C'est une équipe, par contre, qui a pris de l'âge depuis qu'elle a gagné sa Coupe Stanley. C'est une formation qui va devoir se remettre de blessures. Je pense qu'Alexander Barkov, en raison de son style de jeu, est un gars qui va rapidement redevenir le Barkov qu'on connaît. Il y a quand même un risque qu'il ne soit plus le Barkov qu'on a connu. Et soyons bien honnêtes, on a beau dire ce qu'on veut de la qualité, du papier sablé, du style de jeu et tout ça des Panthers de la Floride, c'est un style de jeu qui est plus facile à pratiquer plus tu es jeune. C'est un style de jeu que plus tu deviens le vieux loup, plus tu te dis comme bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Et surtout, c'est un style de jeu qui fonctionne en grande partie parce que tu as probablement le meilleur centre dans les deux sens de la patinoire des 8 dernières années dans la LNH, qui est un gros bonhomme et qui fait tout le vrai gros travail, qui permet à tous les rats autour de faire du rat. Donc oui, les Panthers, je crois qu'ils seront de retour. Je suis pas prêt, par contre, à autant leur donner les clés de la division, comme tout le monde le fait jusqu'ici. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier de l'Internet. L'été se poursuit, il y a encore beaucoup d'actions qui vont se passer dans la Ligue nationale de hockey et on attend toujours que Kent Hughes fasse quelque chose, à part prolonger ses jeunes joueurs. Tu veux être sûr de ne rien manquer, t'es à la bonne place. Abonne-toi. Ton boy continue tout l'été de te livrer du contenu LNH en français. Ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et en plus, tu aides ton boy à atteindre son objectif de 35 000 abonnés cette année. 35 000 et 0 bot russe. Faut le faire. C'est fait? Merci. On vient de parler des Panthers de la Floride. Parlons aussi de l'équipe qui ont affronté 2 fois de suite en finale de la Coupe Stanley. Les Oilers d'Edmonton, qui ont aussi régressé en 2025-2026. Et contrairement aux Panthers de la Floride, c'est inquiétant parce qu'eux, ils peuvent pas dire « Écoutez, après 2 finales de suite, on était blessés, on repart la machine. » Non, c'est une équipe qui a peut-être raté sa fenêtre. Et bien sûr, la grande question chez les Oilers d'Edmonton demeure: qui va arrêter les rondelles?
Ben là, on a décidé d'y aller avec 3 joueurs différents. Et c'est drôle parce que c'est 3 joueurs dans des situations complètement différentes. T'as le vieux vet qui vient de gagner la coupe, Freddie Anderson. T'as Tristan Jarry qui est en théorie dans son prime. Peut-on vraiment parler d'un prime pour Tristan Jarry? Et t'as un gars comme Devin Levi qui était un bel espoir et qui a stagné à son arrivée chez les professionnels et pas capable de faire le saut de la Ligue américaine à la Ligue nationale de hockey. En fait, 2025-2026 a été la première saison de la carrière de Devin Levi qui n'a même pas réussi à avoir un match dans la Ligue nationale de hockey. Pour un jeune comme lui qui devait être le futur des Sabres de Buffalo devant le filet, de ne pas avoir été capable de percer l'alignement et de faire partie de cette montée au classement des Sabres de Buffalo. Est-ce que ça va être une claque au visage? Comment Devin Levi va réagir à ça? J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir, cette histoire-là. Moi, je vais être honnête, je souhaite de tout mon cœur qu'un gars comme Devin Levi fasse sa place. D'abord, je suis quand même surpris parce que historiquement, Mike Babcock, il aime les gros gardiens. Puis évidemment, Devin Levi, c'est vraiment pas un gros gardien. Il est enregistré à 6 pieds. Je me demande si on va pas débuter l'année à 3 gardiens. Si Devin Levi fait suffisamment de travail, si on va pas débuter à 3 gardiens et voir lequel d'entre eux fait pas assez le travail, et je veux dire, Freddie Anderson, il est là. C'est que je crois qu'il y a la possibilité que Tristan Jarry ou Devin Levi aillent dans les mineurs. Par contre, il y a la probabilité de perdre un de ces gars-là au ballottage. Est-ce que tu vas vouloir enterrer le salaire de Tristan Jarry dans les mineurs? Je ne vais pas être surpris si c'est ça la conclusion chez les Oilers d'Edmonton. Mais je trouve que parier sur Freddie Anderson, qui faisons-nous pas de cachette, il y a eu une excellente première saison avec les Hurricanes de la Caroline. Après ça a été difficile. D'abord, il y a de la misère à disputer plus de 30 matchs par saison. Tu as probablement quand même besoin d'une quarantaine de matchs de la part de un de Jarry ou Levi ou les deux. Et si tu réussis, c'est un grand si, tu réussis à donner 40 matchs à Freddie Anderson, il n'y a rien qui te garantit que ça va être de la grande qualité. Freddie Anderson a été spectaculaire en séries éliminatoires jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, rendu en finale, mais ça n'a pas été une bonne saison, au contraire. Ça a été une très mauvaise saison pour Freddie Anderson. En fait, il y a eu beaucoup de mauvaises saisons pour Freddie Anderson avec les Hurricanes de la Caroline. Comme je disais, il avait très bien fait sa première année. Il y a eu des blessures. L'an passé, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus trop, il avait été très bon, mais sur genre 16 matchs. Et encore une fois, cette année, pas une bonne année pour Freddie Anderson. Bien sûr, c'est le début du McDavid Watch à Edmonton. Moi, je suis toujours pas sur le McDavid Watch. Il va faire sa saison complète avec les Oilers d'Edmonton. Et tout va dépendre après ça de la suite pour McDavid. Mais ça va chauffer. S'il faut que les Oilers ne soient pas complètement dominants cette saison, Connor McDavid va être une des grandes histoires de la Ligue nationale de hockey. Une histoire qui est grande dès maintenant. Par contre, c'est les prolongations de contrats respectives de Quinn Hughes et Cale Makar. Lequel des deux va signer en premier? Bon, d'abord, les deux ne sont pas agents libres, bien sûr. Les deux sont sous contrat pour encore une saison. Les deux peuvent prolonger leur contrat. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la LNH est peut-être en train de vivre son moment corps arrière dans la NFL avec ces deux gars-là. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la NFL, pour ceux qui ne suivent pas ça, il y a quelque chose de particulier. Il y a le fameux reset de QB market. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare que le même corps arrière soit le corps arrière le plus payé de la Ligue 2 ans de suite. Souvent, ça change presque à chaque année et c'est rarement le meilleur corps arrière de la Ligue. C'est simplement que je ne sais pas trop pourquoi, pour être bien honnête avec vous, mais à peu près n'importe qui a un vrai corps numéro 1, quand vient le temps de le prolonger, c'est comme, c'est quoi le prix en ce moment pour un corps arrière numéro 1? C'est ça. Je me demande si on ne va pas vivre ça avec Cale Makar ou Quinn Hughes. Ou les deux, en fait, avec les deux. Est-ce que, puisqu'ils sont clairement, j'allais dire les deux meilleurs défenseurs de la Ligue, mais du moins les deux plus grandes vedettes de la Ligue au poste de défenseur, parce que c'est débattable. Je pense que que Cale Makar est définitivement le meilleur défenseur de la Ligue. Est-ce que Quinn Hughes est le deuxième? Ça, à mon humble avis, c'est débattable. Mais bref, est-ce que le premier qui va signer va mettre la barre pour l'autre? Je ne pense pas tout à fait, et la raison est la suivante. Je suis convaincu que Quinn Hughes va signer un contrat de 3 à 5 ans. Le propriétaire du Wild du Minnesota a littéralement dit « on va le signer » dans une entrevue à la radio du Minnesota. Et il a dit « le problème, c'est que nous, on veut lui offrir 5 ans et lui, il en veut probablement 3. » Et donc, pour cette raison-là, Quinn Hughes va peut-être aller chercher un plus gros montant annuel, un plus gros AAV, ce qui compte sous le plafond salarial. Alors que Cale Makar, je m'attends à ce qu'il signe 8 ans.
Là où j'ai eu une petite surprise, du côté de Cale Makar, je m'attendais peut-être à ce qu'il signe quelque part entre 14,5, 15, 15,5, en me disant, il va prendre le 8 ans, c'est un énorme contrat, il va laisser un petit peu d'argent sur la table pour gagner une deuxième Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Un peu comme McKinnon l'a fait. McKinnon n'a pas laissé une tonne d'argent sur la glace, mais il aurait pu signer un peu plus que ce qu'il a signé récemment. Donc, je m'attendais à ce que Makar fasse un petit peu plus que McKinnon juste parce qu'il signe plus tard que lui. Mais là, il y a des rumeurs entourant la Ligue nationale de hockey que non, Cale Makar, il va prendre l'argent qu'il peut prendre. Est-ce que l'un des deux va devenir le premier joueur à 20 millions de dollars par saison? C'est pas impossible. Si j'avais une prédiction à faire, Quinn Hughes, à mon avis, va signer pour 3 ans à 18,5 millions de dollars par année, donc un peu plus que Kirill Kaprizov. Et Cale Makar, j'ai beaucoup de difficultés, considérant qu'il veut autant d'argent que ce qu'on dit qu'il veut. Je ne vais pas être surpris s'il signe lui aussi à 18,5, mais pour le 8 ans, je pense que ça serait une erreur de sa part d'un point de vue aider son équipe à gagner une autre Coupe Stanley. Mais hey, moi je suis team joueur, je l'ai toujours été. Go get that bread, Cale, si tu veux, man. Ou va chercher ce chou. Ah, je suis désolé. Je peux pas croire que je suis allé là. Parlant d'agents libres en devenir, il y a des agents libres actuels dont il faut parler, pas les sans restriction. Honnêtement, je trouve pas qu'il y a tant de grosses histoires à surveiller dans ce qui reste d'agents libres sans restriction. Je veux dire, oui, Claude Giroux, Patrick Kane, Anthony Mantha sont toujours agents libres sans restriction au moment où j'enregistre cet épisode. Je veux dire, Patrick Kane, on est en 2026, pas en 2017. Même chose pour Claude Giroux, puis Anthony Mantha. Mes respects, Anthony. Je le prends à Montréal, personnellement. On s'entend, c'est pas si gros que ça. Donc, que va-t-il advenir de tous ces agents libres avec restrictions qui sont toujours sans contrat au moment où j'enregistre l'épisode? Peut-être au moment où vous l'écoutez, certains d'entre eux ont signé. Bien sûr, la fin de la saga Jason Robertson est la plus grosse chose à surveiller. Je vous avoue être incroyablement surpris par la tournure des événements de Jason Robertson après qu'il ait refusé 2 transactions. En fait, il n'a pas refusé de transactions. Il a refusé de s'entendre avec le club qui voulait aller le chercher. Fait que la transaction n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de clause de non-échange. Il n'y a plus de contrat, en fait. Il ne peut pas refuser une transaction. Il a refusé de signer. Je pensais que ça allait se régler beaucoup plus rapidement pour Robertson. Et là, semble-t-il que ça pourrait très bien se terminer ainsi pour Robertson. Il est éligible à l'arbitrage salarial. Il pourrait prendre le pari de signer un contrat d'1 an à l'arbitrage salarial, un contrat qui risque de tourner aux alentours de 9,5 à 10 millions, gagé sur lui-même, et se rendre au marché de l'autonomie complète l'an prochain ou convaincre les Stars de lui donner le cash qu'il veut cette année. Il semble-t-il qu'il ne faut pas écarter, selon Elliot Friedman encore en date d'enregistrement le 3 juillet, il ne faut pas écarter la possibilité d'une offre hostile pour Jason Robertson. Pour ce qui est des autres joueurs, je vais être très surpris si quiconque d'entre eux se fait offrir une offre hostile. Les Ducks d'Anaheim ont déjà dit qu'ils allaient accoter n'importe quelle offre pour Leo Carlsson. We interrupt our program to bring you this important message. D'où Jésus! Mes excuses, tout le monde. Ton boy était littéralement en train de partir pour la fin de semaine. Le pied dans la porte. Je pense que j'avais pas de casquette le reste de la vidéo. Je m'en souviens pas. Cet épisode était littéralement publié sur YouTube dans le back-end. Il s'en allait être exclusif aux membres pour 24 heures. Puis, Daniel Brière vient de semer le chaos à travers la Ligue nationale de hockey. Je suis sincèrement désolé si ça a pris une vingtaine de minutes avant que le sujet du titre principal de la vidéo apparaisse, mais comme je dis, l'épisode était fait. Ton boy s'en allait. Je prends 10 minutes parce que je ne peux pas, en bonne conscience, sortir cet épisode sans adresser l'offre hostile qui a été déposée par les Flyers de Philadelphie à Leo Carlsson. 5 ans, 18 millions de dollars par saison, 90 millions total. Dans la version originale de cet épisode, à ce moment-ci, j'étais en train de dire que du côté des Ducks d'Anaheim, on avait dit à tout le monde en grande pompe, selon les insiders, qu'on allait accoter toute offre hostile déposée à Leo Carlsson.
Puis débarque Daniel Brière avec ses balles d'acier et il dit « En ouais, 18 millions de dollars par année, le joueur le plus payé de la LNH. » Qu'est-ce que vous dites à ça? Il y a beaucoup de choses à adresser là-dessus. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce que, encore une fois, littéralement, ton boy s'en allait. Merci à ma blonde d'être patiente. J'apprécie mon amour. OK. D'abord, les Ducks, je suis convaincu, vont accoter cette offre. Où on est dans notre plan, où on est dans notre reconstruction. On vient de faire 2 rondes de série. On ne peut pas ne pas garder notre meilleur joueur, même contre 4 choix de repêchage. Ça reste que c'est une excellente offre hostile de la part de Daniel Brière, même si je suis convaincu que les Ducks vont l'accoter. Pourquoi? Personnellement, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que tu mets vraiment les Ducks dans le trouble avec cette offre hostile. Ce qui est particulier, c'est que j'en avais parlé dans un épisode il y a quelques semaines de ça. Je voulais voir une équipe, au pire, faire ce genre d'offre-là juste pour mettre une formation dans le trouble, mais j'avais cité en exemple les Rangers de New York avec les Blue Jackets de Columbus. 2 équipes pas dans la même division, mais dans la même conférence, qui vont peut-être se battre pour les postes d'équipe repêchés l'an prochain. J'étais convaincu que les Blue Jackets allaient accoter une offre de ce type-là pour Adam Fantilli. On n'en parle plus, mais on est un peu dans le trouble. Donc là, on met une équipe d'une autre conférence dans le trouble. Et cette offre, dit-on, au moment où j'enregistre l'épisode, on n'a pas les détails complets. Mais les divers insiders disent que c'est une offre front-loadée. Donc beaucoup d'argent en boni à la signature tôt dans le contrat. Encore une fois, oui, les équipes de hockey, les propriétaires sont des milliardaires et tout ça, mais est-ce que les Ducks d'Anaheim ont le cash flow? Est-ce que le propriétaire a envie, le 1er juillet, pourquoi la prochaine année, les 2 prochaines années, les 3 prochaines années, de dropper comme ça? J'ignore quel sera le montant, mais disons un 12, 13, 14 millions. En même temps, en théorie, c'est du petit change pour ces propriétaires-là. Et on se souviendra que Marc Bergevin avait littéralement dit en point de presse, lorsqu'il avait fait une offre à Sébastien Aho il y a plusieurs années, qu'il croyait que cette stratégie-là, de donner beaucoup d'argent au début du contrat, allait peut-être menotter le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, ce qu'il n'avait pas pris. Toucher l'ego d'un milliardaire, est-ce vraiment une bonne idée? Bref, numéro 1, même si l'offre est refusée, c'est quand même quelque chose qui en vaut la chandelle pour Leo Carlsson. Et numéro 2, je veux dire, il y a tout l'arrière, tout le background de la transaction Cotter-Gauthier. Souvenez-vous, Cotter-Gauthier a refusé de signer avec les Flyers de Philadelphie. Les Flyers n'ont pas le choix de l'échanger. On le transige aux Ducks d'Anaheim. S'il fallait qu'on retourne voler son joueur de centre, le meilleur joueur de sa nouvelle équipe en retour, ne serait-ce que pour ça, je lève ma casquette, je félicite Daniel Brière de dire « Oh yable », imaginez que ça c'est le doigt du milieu, là. « Oh yable », les Gentlemen Agreement dans la LNH, bang, je m'en fous. Il y a quelque chose un petit peu d'ironique là-dedans. Il y a quelques jours de ça, le contrat de Shea Weber s'est terminé. Et souvenez-vous, ce fameux contrat de Shea Weber avait été signé par les Prédateurs de Nashville après une offre hostile acceptée par Shea Weber des Flyers de Philadelphie. C'était l'époque où on pouvait offrir des contrats avec des durées absolument sans aucun bon sens, d'où le pourquoi le contrat de Shea Weber vient de se terminer. Donc, est-ce que des années plus tard, l'histoire va se répéter. Les Flyers de Philadelphie font une offre hostile que l'autre équipe va égaler, mais qui sait, peut-être devront-ils échanger Leo Carlsson éventuellement, parce que soyons honnêtes, j'adore Leo Carlsson. C'est un excellent jeune joueur de centre, puis pour moi, je veux dire, Alexander Barkov est un mini Kopitar dans le sens où, il n'est plus vraiment mini, là, mais il était le nouveau Andrzej Kopitar. Je pense que Leo Carlsson va peut-être être le prochain Alexander Barkov dans la Ligue nationale de hockey. Il a débuté la saison de façon complètement phénoménale l'an dernier. Finalement, il a terminé tout juste sous le point par match, si ma mémoire est bonne. Il me semble 2 points sous le point par match. Je pense qu'il va être un vrai joueur de centre, de franchise longtemps dans la LNH, à la Kopitar, à la Ryan Getzlaf, ce type de joueur-là dans sa génération. Est-ce qu'il mérite d'être, dès 2026-2027, le joueur le mieux payé de la Ligue? Est-ce qu'il va mériter à tout moment d'être le joueur le mieux payé de la Ligue? Je ne pense pas. Mais encore une fois, partisan du Canadien de Montréal, quand on parle de l'importance, et il y avait des gens qui me disaient, lorsque je disais que le contrat de Demidov, c'était le plus important dossier de Kent Hughes, qui disaient « Ben non, c'est pas si important que ça. » Vous voyez pourquoi c'est important? Demidov n'allait pas être éligible à une offre hostile, c'est important de le mentionner. Ça reste que ce genre de situation-là, avec tes jeunes vedettes, maintenant,
peuvent arriver. Et wow, j'ai hâte de voir la suite pour les Flyers, pour les Ducks d'Anaheim. Encore une fois, ma prédiction est que les Ducks, qui ont maintenant 7 jours pour égaler, vont le faire. Par contre, je crois qu'on est maintenant dans le trouble du côté d'Anaheim. Je pense que cette belle équipe qu'on est en train de monter, qu'elle est probablement être le plus grand rival des Sharks de San Jose dans les prochaines années, va peut-être avoir des difficultés à garder son effectif en entier. T'as Cutter Gauthier qui est agent libre avec restriction, mais qui ne peut pas recevoir d'offre hostile. T'as, je crois, Pavel Mintyukov qui est agent libre avec restriction, mais qui peut recevoir une offre hostile. Oh, wow! Wow! Bravo à Daniel Brière. J'ai très hâte qu'on en reparle une fois que l'offre sera égalée ou non. Encore une fois, je vais être très surpris si on n'égale pas du côté des Ducks d'Anaheim. Est-ce que ça peut envenimer les choses entre Carlson et les Ducks? Je ne pense pas, pour être bien honnête avec vous. Mais en aucun cas, Leo Carlson mérite-t-il d'être le joueur le mieux payé la saison prochaine. On s'était gardé une énorme marge de manœuvre au cas où ça arrive du côté des Ducks. 35 millions de dollars qu'on a disponibles présentement sous le plafond pour la prochaine saison. OK, on retourne au programme régulier et dis-moi ce que tu penses de cette offre-là en commentaire tout de suite. Maverick Bourque, pour le moment, est toujours là, mais semble-t-il que ça va se régler très rapidement avec les Prédateurs de Nashville. Bien sûr, tu as Adam Fantilli. Mais considérant que Jason Robertson, il ne lui reste qu'une autre année avant l'autonomie complète, c'est définitivement le joueur à surveiller. À ne pas négliger Connor Bedard, qui vient de se blesser à l'épaule, pour ceux qui ont manqué ça, pendant l'été à Vancouver. Ça a l'air d'être la même épaule qui s'était blessée l'été dernier. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. S'il y a un de ces gars-là qui signe une offre hostile, en ce moment, il y a Barrett Hayton qui a signé une offre hostile. Ça va être intéressant. D'ailleurs, c'est un coup de génie, l'offre hostile des Devils du New Jersey avec Barrett Hayton. Pourquoi? En offrant qu'une seule saison. C'est là, tu regardes ça et tu te dis pourquoi le Mammouth serait si pas game de donner 4 millions et des poussières à Barrett Hayton. Parce que le Mammouth, maintenant, de la façon dont il est positionné, Barrett Hayton aurait peut-être été une belle monnaie d'échange pour une transaction. Mais puisqu'il a accepté une offre hostile, si le Mammouth égale l'offre, le Mammouth ne peut pas échanger Barrett Hayton dans la prochaine année. Et sinon, un contrat d'une seule saison pour Barrett Hayton, et l'an prochain, il est agent libre sans restriction. Autrement dit, si tu égales l'offre pour Barrett Hayton, tu peux pas l'échanger. Faut soit que tu le re-signes l'an prochain ou tu le perds contre rien pantoute, ou tu prends tout de suite la décision, on va prendre un choix de deuxième ronde pour Barrett Hayton. Et finalement, le Canadien dans tout ça. Au moment où on se parle, le travail de Kent Hughes depuis le repêchage, prolonger Ivan Demidov, prolonger Jacob Dobeš, A+, en ce qui me concerne. Mais Kent, que vas-tu faire d'ici la fin de l'été pour améliorer l'équipe? J'ai une confession à vous faire. Avec tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, je pense plus que jamais que Kent Hughes doit se remettre all-in sur Matthew Knies. Kent, est-ce que je peux t'appeler Kent? Paye ce qu'il faut pour Matthew Knies. Paye ce qu'il faut pour Matthew Knies. Quand tu regardes les prix qui ont été payés dans des transactions, mais surtout quand tu regardes les prix qui sont donnés à des joueurs en contrat, il n'y a absolument rien comme Matthew Knies sur le marché. Un gars de 23 ans, signé à long terme. Il vient de disputer la première année de son contrat, qui cadre dans ton échiquier salarial dans l'ordre du 7 millions de dollars. Tu peux avoir ce gars-là, tu peux avoir ton deuxième power forward de ton top 6 et tout un à 7 millions. Est-ce que ça va te coûter? C'est cher en espoir et choix de repêchage. Peut-être un joueur de la Ligue nationale de hockey. All-in. All-in sur Matthew Knies. Je crois vraiment que c'est le joueur dont le Canadien a besoin. Les rumeurs continuent de circuler en provenance de Toronto qu'il faut continuer à le surveiller, qu'il pourrait définitivement être transigé par les Maple Leafs. Je me fous de ce que les Leafs ont fait. Je me fous que tu te battes contre eux pour plusieurs années. Tu as beaucoup plus besoin de Matthew Knies, à mon avis, que peu importe qu'est-ce que ça va te coûter pour faire son acquisition. On a parlé des Capitals de Washington dans cet épisode. On a parlé des Panthers de la Floride. Le Canadien est en Cadillac pour les prochaines années. Et il a les moyens de passer de la Cadillac à la Ferrari. Fais-le. Fais-le. Je comprends la crainte de plusieurs de payer trop cher en espoir, mais la vérité est la suivante. Les meilleurs joueurs du Canadien de Montréal sont dans son alignement au moment où on se parle. Alexander Zarovski va peut-être être très bon. Michael Leach va peut-être être très bon. De toute façon, tu ne donneras pas les deux pour Matthew Knies.
t'en as des gars de talent à la Hage, à Lazarowski. T'as pas assez de Matthew Knies. J'allais dire que t'as pas de Matthew Knies, ça serait un petit peu manquer de respect à Juraj Slafkovský. Aucun de Hage ou Zarovski va être meilleur que Demidov, va être meilleur que Lane Hudson, va même être meilleur que Nick Suzuki. All in sur Matthew Knies. C'est la dernière histoire que je surveille d'ici la fin de l'été. Est-ce que Kent Hughes va nous sortir une bombe du mois de juillet, une bombe du mois d'août? Je sais que vous êtes plusieurs à pu y croire. Ton boy est un grand romantique. Je continue de croire. Quelles sont les histoires qui te marquent le plus jusqu'ici dans cet été de la Ligue nationale de hockey? Lesquelles vas-tu le plus suivre dans les prochaines semaines? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux entendre mon analyse du nouveau contrat de Jacob Debesch? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!